Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous faire une vidéo que j'ai extrêmement bien préparée jusqu'à j'ai carrément des feuilles avec moi pour pas perdre le fil rouge de cette vidéo parce qu'aujourd'hui on va parler de choses très importantes. Comme vous le savez peut-être ou pas, si vous me suivez déjà et si vous avez vu mes anciennes vidéos, je suis actuellement en licence de biologie et je vous avais expliqué comme quoi j'étais en préparation pour passer le concours vétérinaire par la voie B. Et c'est justement le sujet de cette vidéo aujourd'hui puisque suite à la vidéo sur mon parcours scolaire, je reçois depuis énormément de messages, que ce soit de commentaires ou de DM sur Instagram, beaucoup d'entre vous qui viennent et qui me posent des questions justement sur le concours, comment ça se passe, qu'est-ce que c'est exactement, qui me posent des questions, qui me demandent des conseils. Au début je répondais individuellement à chaque personne et je me suis dit que ah oui effectivement il y a quand même beaucoup de personnes qui se posent la question. Avec du recul c'est vrai que moi-même quand je venais de sortir du bac etc, ben passer veto par la voie B, j'en avais jamais trop entendu parler, c'était assez flou et je pense que maintenant que j'ai mis les pieds dedans, que je suis renseignée au taquet du taquet, j'ai fouillé le site de la SCAV dans tous ces ronds-coins, je le connais par cœur, du coup je pense être bien placée pour vous expliquer comment ça se passe et aussi à la fin vous donner mon avis et mes conseils d'après mon expérience. Donc si cette vidéo t'intéresse, je te laisse tout de suite avec la suite. Donc pour faire les choses bien, j'ai un petit peu divisé cette vidéo en 3 parties. Premier point, vous expliquer un petit peu les voies d'accès possibles, du moins celles que je connais le mieux pour accéder au concours vétérinaire, un petit peu les conditions, comment ça se passe, etc. Deuxième partie, je vais vous expliquer concrètement les épreuves du concours B. Et enfin, en troisième point, je vais vous donner mon avis personnel, mon expérience, mes conseils, etc. Donc avant toute chose, ce qu'il faut savoir, c'est que en France, pour devenir vétérinaire, il faut intégrer une des 4 grandes écoles vétérinaires qui sont Paris Maison Alfort, Lyon Vet AgroSup, Nantes Osiris ou l'INP de Toulouse. Et une fois qu'on a intégré une de ces écoles, le cursus se fait sur 5 ans. Attention, je dis 5 ans maintenant, mais dans les réformes qu'on va aborder un petit peu plus tard dans la vidéo, je vous dirai 6, vous verrez pourquoi. Pour rentrer dans ces écoles, peu importe le concours choisi, il faut passer un concours. Le concours le plus choisi et le plus connu, c'est le concours A. Vous pouvez passer le concours A, c'est celui qui offre le plus de places si vous avez fait avant 2 ans de prépa BCPST. Donc la prépa BCPST, ça se fait sur 2 ans, donc dans une prépa, dans un lycée. C'est une formation très sélective qui est connue pour être très intensive et très difficile, dans laquelle vous allez continuer à faire des maths, de la SVT, de la physique-chimie, en plus du français, de la philo et de l'histoire. Pour vous donner un petit peu des chiffres, en 2021, 461 places dans toutes les écoles véto de France sont offertes aux candidats qui passent le concours par la voie A en ayant fait une prépa BCPST, et il y a donc 461 places offertes pour 2013 inscrits. Donc sur tous ceux qui se sont inscrits, il n'y en a que 23% d'entre eux qui auront une place dans une école. Passer par le concours A en faisant une prépa BCPST, c'est vraiment la voie la plus importante, c'est ce qu'on appelle la voie royale. C'est celle qui offre le plus de places puisque 87% des places dans les 4 écoles de France sont réservées aux élèves ayant fait une prépa BCPST. Voulant faire veto en terminale, j'avais bien évidemment mis des prépas BCPST. Malheureusement, Parcoursup m'a dit un gros dose. J'ai été acceptée dans aucune des prépas que j'avais mis puisque en maths et en physique, j'étais une grosse galère, donc ils m'ont dit toi en prépa, lol. Du coup, c'est pour ça que je suis passée par la licence de bio. Donc la deuxième voie possible pour le concours, c'est de passer par la voie B qui est donc réservée aux étudiants faisant une licence. Je vous mettrai dans la barre d'infos un lien des documents de la SCAV. Donc la SCAV, c'est le service des concours agronomes et vétérinaires. Donc c'est le site officiel qui gère les concours.
tout au long de la vidéo je vous dirai, et allez voir dans la barre d'infos, je vous mettrai vraiment tous les liens des documents, des notices de concours, etc. Vraiment des choses très importantes qui pourront vous intéresser, je vous mettrai tout ça dans la barre d'infos. Pour passer par la voie B, c'est possible d'être en licence de mathématiques, de physique, de chimie, de physique-chimie, de sciences de la vie, c'est ce que j'ai fait pour moi, donc aussi appelé licence de bio, où du coup en matière vous allez principalement retrouver de la biologie, de la science de la vie, et aussi un petit peu de chimie. Vous avez aussi juste sciences de la terre ou sciences de la vie et de la terre. Donc comme je l'ai dit, je vous mettrai le lien de l'article avec tout le descriptif vraiment des licences possibles pour postuler par le concours B. Il y a aussi des licences pro, ça je connais moins donc j'en parle pas, mais sachez que c'est possible. Allez vous renseigner, je vous mettrai les liens nécessaires dans la barre d'infos. Encore une fois, pour vous donner les mêmes chiffres que pour BCPST, pour vous donner un ordre d'idée, en 2021, 61 places sont offertes dans les 4 écoles vétérinaires de France pour environ 559 inscrits. Donc sur ces 559 inscrits, il y aura seulement 12% d'entre eux qui auront la possibilité d'avoir une place qui leur est réservée dans les écoles vétérinaires à l'issue du concours. Vous l'aurez donc compris, une soixantaine de places en concours B contre plus de 400 en concours A. Là vous commencez à comprendre que ceux qui sont en BCPST ont beaucoup plus de places que ceux qui sont en licence, mais il y a quand même moins d'inscrits. Donc on s'y retrouve plus ou moins. Point suivant, très important, il faut savoir qu'en 2021, il y a eu pas mal de réformes par rapport au concours veto. Allô? Allô? Oui, tu me réponds pas sur Snap, du coup je t'appelle. Oui, parce que je suis en train de faire une vidéo. On a été coupé, je sais plus ce que je disais. Oui, en 2021, les réformes. Première réforme en 2021, mais qui me concerne pas du tout, donc je suis pas à fond renseignée sur le sujet. Et de toute façon, je crois que pour cette année, c'est trop tard puisque ça y est, Parcoursup, c'est fermé. Mais il y a une réforme qui a fait que il y a un concours spécial réservé aux néo-bacheliers. Donc certains d'entre vous l'auront peut-être déjà fait. Si vous passez le bac cette année, vous avez eu la possibilité sur Parcoursup de postuler pour les écoles vétérinaires. À la suite de ça, si je dis pas de bêtises, ceux qui vont être sélectionnés sur dossier vont passer un petit concours pour un peu voir leur capacité, ce genre de choses, et suite à ça ils pourront donc directement intégrer une école vétérinaire. Et c'est là où je vous disais en début de vidéo la petite nuance entre 5 ans et 6 ans d'école. Si je vous lis vraiment ce qui a marqué sur le site de la SCAV, à partir de 2021, une nouvelle voie d'accès s'effectuera par un concours national organisé dans le cadre de Parcoursup suite au baccalauréat. Elle sera suivie d'une première année commune aux ENV après affectation dans une des 4 ENV. Le cursus post-baccalauréat correspond désormais à la première année des études vétérinaires en école sur 6 ans. Les autres voies d'accès comme le concours A, B, C, ce que je vous expliquais avant, du concours commun vétérinaire conduisent donc eux directement en deuxième année sur 5 ans en tout. En gros, si vous voulez, jusqu'à présent, ceux qui arrivaient en école vétérinaire avaient déjà fait au minimum 2 ans de post-bac, et une fois qu'ils rentraient en école, venaient sur 5 ans. Et là, en fait, ceux qui vont sortir directement du bac vont en fait avoir une année en plus entre guillemets avant, mais on va considérer du coup que ceux qui ont passé le concours A, B ou C vont pas faire cette première année et vont arriver directement en deuxième année du coup pour ceux qui font les 6 ans. Bref, j'espère que vous avez compris. C'est juste que ceux qui vont en école veto après le bac feront 6 ans dans l'école veto. Ceux qui vont en école veto après un concours A, B, C, peu importe, eux feront 5 ans. Et deuxième réforme qui prend effet cette année et qui là concerne justement le concours B et qui est très importante et vraiment qui a fait un gros changement. Il faut savoir que le concours B habituellement jusqu'à présent était ouvert aux candidats inscrits en 3e année de licence ou ayant une licence déjà validée, mais la nouvelle réforme maintenant ouvre le concours aux élèves
inscrits et en cours aussi de deuxième année. Donc moi actuellement, là cette année, je suis en L2 de licence de biologie, donc j'ai le droit de m'inscrire au concours veto par la voie B et de passer le concours à la fin de l'année, là à la session 2021. Voici donc la nouvelle réforme qui peut donc vous permettre de gagner entre guillemets un an. Vu comme ça a l'air super. Mais je vous en dirai un petit peu plus à la fin de la vidéo au moment où je vous donnerai mon avis sur le concours B en général et cette réforme de pouvoir postuler dès la L2. Maintenant qu'on a posé un petit peu les grandes lignes et les bases un petit peu du concours, comment y accéder, quelques voies, sachez que là au début de la vidéo je vous ai parlé donc du concours A très brièvement de BCPST et le B par la licence, mais sachez qu'il existe d'autres concours qui ne me concernent pas, donc que je ne connais pas très bien. Dans tous les cas je vous mettrai, comme je vous ai dit, les liens des documents correspondants dans la barre d'infos, les documents officiels de la SCAV. Donc si maintenant vous avez choisi donc de passer par la voie B, vous avez choisi votre licence, vous voulez passer le concours vétérinaire par la voie B, je vais maintenant vous expliquer les épreuves qui vous attendent. Le concours, si on veut, on peut un petit peu le séparer en deux parties, puisqu'il y a d'abord les épreuves d'admissibilité et ensuite les épreuves d'admission. Les épreuves d'admissibilité, elles sont composées de deux étapes. Premièrement, l'examen du dossier qui est coefficient 2 et ensuite une épreuve écrite scientifique qui est coefficient 2 également. L'examen au dossier, c'est le même pour tout le monde. Ça demande vos résultats au bac, vos résultats de licence, votre classement au sein de votre licence. Et outre aussi l'aspect scolaire, c'est également dans votre dossier qu'on va vous demander de répertorier tous les stages que vous avez pu faire, conventionnés ou non, plus ou moins en rapport avec le métier de vétérinaire. C'est aussi là que vous allez pouvoir mettre si vous êtes engagé dans des associations, si vous faites du bénévolat par rapport à, par exemple à la SPA, dans un refuge, si vous êtes licencié d'un club de sport, si vous pratiquez un sport, si vous avez fait du sport en compétition, vos loisirs qui peuvent être un petit peu significatifs, si vous avez par exemple aussi d'autres diplômes, par exemple des diplômes ou des certificats en langue comme le TOEIC ou Cambridge, que ce soit en anglais ou dans d'autres langues. Si vous avez eu des expériences professionnelles un petit peu intéressantes, peut-être à l'étranger ou non, vraiment toutes ces choses-là vont constituer votre dossier et va vous donner une note, donc coefficient 2. Vraiment, la constitution du dossier, elle est vraiment très importante et pas du tout à négliger. C'est pour ça que certes c'est important d'avoir eu des bonnes notes au bac. Après voilà, je dis pas qu'il faut une mention en particulier. Pareil pour les notes en licence, je saurais pas vous dire si il faut avoir telle ou telle note pour être bien, avoir tel ou tel classement pour être bien. Forcément, plus vous avez des bonnes notes et meilleur votre classement est, plus forcément ça pourra vous rapporter des points. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que entre guillemets, un dossier avec un bac mention assez bien ou bien une licence à 12-13 de moyenne et 2-3 stages conventionnés en clinique vétérinaire, certes c'est bien, mais là votre dossier il sera banal et il sera vraiment comme tout le monde, donc ça fera baisser sa valeur. Une des choses très importantes à mon sens pour votre dossier, c'est d'avoir certes des stages, mais des stages diversifiés. Quand on veut faire vétérinaire, les stages, il n'y a pas uniquement les stages en clinique véto qui existent. Vous pouvez faire des stages dans des fermes, chez des agriculteurs, vous pouvez faire des stages dans des laboratoires, vous pouvez faire des stages dans des entreprises pharmaceutiques, peut-être même parfois dans des refuges, dans des industries par exemple de production d'alimentation pour les animaux, dans des centres un petit peu plus grands, centres hospitaliers vétérinaires, dans un service particulier, par exemple en radiologie ou en réanimation, dans des laboratoires d'analyse. Si vous voulez faire un stage avec un vétérinaire, essayez peut-être aussi de sortir juste du
cliché entre guillemets et la première chose auquel on pense du vétérinaire de ville chien-chat. Essayez aussi peut-être un vétérinaire avec un rural, un vétérinaire NAC, un vétérinaire si vous avez la possibilité dans un zoo, dans un parc, dans une réserve. C'est vraiment toutes ces choses-là qui vont participer à donner une valeur ajoutée à votre dossier. Pareil, si vous faites du bénévolat, si vous êtes bénévole à la SPA ou même par exemple au Resto du Cœur ou à Emmaüs, que vous montrez que vous donnez votre temps, que vous êtes intéressé. Pareil, si vous pratiquez un sport, peu importe lequel, que vous avez une licence, ça vous pourrez le mettre dans votre dossier, vous pourrez le justifier. Si vous faites des compétitions, envoyez tout ce genre de choses. C'est vraiment là-dessus, à mon sens, qu'il faut vraiment miser sur son dossier. Certes, avoir eu des bonnes notes au bac et des bonnes notes en licence, c'est important, on va pas se mentir, mais ce qui va démarquer un dossier d'un autre, c'est tout ce qu'il y a à côté, la diversité et l'originalité des stages et des expériences professionnelles que vous avez pu avoir, et tous les loisirs et les activités extrascolaires à côté qui peuvent être significatives, et montrer votre implication et votre bonne volonté à vouloir donner de votre personne, puisque quand on fait le métier de vétérinaire, c'est vraiment un métier de passion. Il faut vraiment être volontaire, motivé, et c'est à travers ça, à travers votre dossier et vos activités, que le jury va pouvoir en juger. Ensuite, la deuxième partie, c'est ce qu'on appelle l'épreuve scientifique complémentaire. Cette épreuve-là, en fait, il y en a deux. Il y a une épreuve de chimie et une épreuve de biologie. Et c'est très simple, selon la licence que vous faites, de savoir à quelle épreuve vous allez devoir participer. Les candidats faisant une licence à dominante biologique, donc comme moi, sciences de la vie et de la terre, sciences de la terre, donc à dominance biologique, passeront, et c'est là qu'est toute la logique, une épreuve de chimie. Et les candidats ayant une licence à dominante non biologique, donc licence de maths, de physique, de chimie, voilà, encore une fois je vous ai dit, vous avez toute la liste et tout dans la barre d'infos, donc à dominante non biologique, eux passeront une épreuve de biologie. Donc moi pour ma part en licence de bio, on doit passer une épreuve de chimie, c'est une épreuve écrite sur table sur 3 heures. Et on va pas se mentir, c'est clairement la partie qui fait le plus peur au concours, c'est cette fameuse épreuve de chimie. Je vous mettrai pareil dans la barre d'infos le lien des deux programmes, que ce soit celui de chimie ou de bio, et c'est clairement la partie qui fait un petit peu le plus peur et à mon sens la partie la plus dure du concours. Suite à ça, donc l'examen du dossier et l'épreuve de sciences. Vous allez avoir donc une note pour chaque, il va y avoir un premier classement qui va être fait en fonction de ces notes et de ses coefficients. Et à la suite de ce premier classement, grosso modo, il y a seulement un quart des participants qui vont accéder aux oraux, qui sont donc les épreuves d'admission. Donc maintenant, les épreuves orales d'admission, il y en a 3. La première, c'est l'entretien avec le jury qui a le plus gros coefficient, puisque c'est coefficient 4. En fait c'est simple, c'est tout simplement un entretien de motivation qui va durer une trentaine de minutes face à un jury. Tout d'abord on va demander au candidat de se présenter entre 8 à 10 minutes, parler de lui, de son projet professionnel. On demande aussi au candidat ce jour-là d'arriver avec un CV d'une page. Donc là c'est vraiment type entretien d'embauche si vous voulez. Vous vous présentez pendant une dizaine de minutes, un monologue en parlant de vous, de vos projets professionnels, de votre cursus, etc. Et ensuite il y a environ une vingtaine de minutes d'échange avec le jury qui donc vont vous poser des questions sur vous, votre projet pro, revenir peut-être sur certains points, etc. Et c'est lors de cette épreuve-là que le jury va juger un petit peu de la qualité de votre répartie, de la façon dont vous vous exprimez à l'oral, aussi un peu votre culture générale, votre ouverture d'esprit, voir si votre projet professionnel il est déjà bien construit, si vous savez où vous voulez aller. En soi pour cette épreuve là, il n'y a rien à apprendre parce qu'en fait vous allez tout simplement juste parler de vous, de ce que vous avez fait et de ce que vous comptez faire dans le futur. Ici je pense que
le point le plus important, c'est essayer effectivement d'être à l'aise à l'oral. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde, encore plus dans le cadre d'un concours, on peut être très stressé, mais voilà, il faut être à l'aise à l'oral puisque la deuxième partie du concours, les épreuves d'admission, là où tout se joue, c'est que de l'oral. Donc il faut pratiquer, il faut s'entraîner et il faut pas avoir peur. Épreuve suivante qui elle est coefficient 3, c'est l'épreuve qui s'intitule Sciences et Société. En fait le but de cette épreuve c'est d'évaluer un petit peu la culture scientifique du candidat. Toujours, vu que c'est une épreuve orale, d'évaluer ses capacités d'éloquence, ses capacités à émettre un raisonnement, de mener un discours, de voir un petit peu la capacité d'argumentation et de développer un raisonnement. Et aussi si voilà, on a une bonne éloquence et si on est capable de s'exprimer correctement en français tout simplement. Cette épreuve, elle est séparée en deux parties, 30 minutes de préparation face à 30 minutes d'entretien avec le jury. Donc pendant les 30 minutes de préparation, on va vous donner un texte, un article scientifique ou du moins portant sur un thème scientifique faisant un petit peu débat dans la société actuelle. Donc pour vous donner des exemples des textes qu'on a travaillés, vous pouvez très bien avoir un article, donc c'est toujours des articles de presse issus de périodiques scientifiques ou globalement un public assez général. C'est des articles qui par exemple vont pouvoir vous parler du droit des animaux, du droit à la PMA, la GPA, du traitement des déchets nucléaires, les énergies renouvelables, l'intelligence artificielle. Tous ces sujets voilà, scientifiques, d'actualité et qui peuvent être question à débat. Et donc vous avez 30 minutes de préparation pour préparer votre oral qui durera entre 8 à 10 minutes et qui normalement doit se découper de la façon suivante. Après avoir lu et étudié votre texte, vous allez devoir à l'oral faire d'abord une sorte de commentaire de texte en expliquant donc la problématique soulevée par l'article du point de vue de l'auteur, donc vraiment un commentaire. Voilà, un petit peu en gros expliquer au jury de quoi parle le texte, quelle est la problématique soulevée par l'auteur et être capable de l'expliquer. Et ensuite dans une seconde partie, vous allez devoir essayer de faire un petit peu un lien et une transition pour partir sur une présentation un petit peu de type dissertation où en fait vous allez devoir vous-même trouver une problématique, une question qui peut être soulevée en rapport avec le thème et le sujet abordé dans le texte. Et là vous allez donc vous dégager une problématique et à partir de vos arguments, de vos exemples, et bien parler là-dessus. Donc c'est pour ça que pour cette épreuve là c'est vraiment très important d'avoir une bonne culture générale, d'être au courant de l'actualité scientifique, des choses qui font débat, parfois avoir des notions sur certains chiffres, connaître le nom de certaines entreprises ou organismes ou organisations assez importantes, parfois savoir des dates sur par exemple la mise en place de certaines lois, ce genre de choses. Toujours un petit peu dans ce cadre d'actualité des sciences, d'évolution de la société. C'est clairement tout le but de cette épreuve. Et là vous allez vraiment pouvoir vous mettre en avant toujours voilà, dans votre éloquence, dans la façon de présenter votre plan à l'oral, qui soit bien argumenté, agrémenté d'exemples si possible. Et là c'est entièrement votre culture générale qui va jouer. Ensuite à la fin de vos 10 minutes d'oral, vous avez une vingtaine de minutes d'entretien avec le jury qui vous a écouté, qui va bien vous poser des questions sur le sujet abordé, peut-être des fois vous demander de revenir un petit peu plus précisément sur un point de votre présentation, et tout ça pendant une vingtaine de minutes. Ensuite, troisième et dernière épreuve d'oral, et qui d'ailleurs fait partie de la réforme, qui est nouvelle. Elle était là avant, elle a été supprimée, puis elle a été remise, c'est l'épreuve d'oral d'anglais. Donc cette épreuve là en fait elle est coefficient 0, mais
c'est une épreuve éliminatoire si votre note est inférieure à 7. Donc en fait pour cette épreuve là, que vous ayez 18 ou 12, clairement ça changera pas grand chose vu que le coefficient est de 0. Par contre si vous avez une note inférieure à 7, c'est ciao, bye bye, le concours c'est mort, c'est fini pour vous. Donc cette épreuve d'anglais à l'oral, toujours 20 minutes de préparation, 20 minutes d'entretien avec le jury ou un professeur d'anglais. On va vous soumettre un texte forcément en anglais d'à peu près 300 mots issus d'articles de presse anglophones portant sur des sujets de société et d'actualité généralement sur le monde anglophone. Ainsi que en plus de ce texte, 2 ou 3 petites questions évidemment en rapport avec le texte proposé. Donc ça vous avez 20 minutes pour préparer votre texte, le lire, répondre aux petites questions. Et en plus de répondre aux 2 petites questions, vous devez faire un petit peu comme dans l'épreuve précédente, un compte rendu structuré du texte que vous venez de lire en énonçant voilà, le thème abordé, la problématique soulevée par ce texte et votre réponse aux petites questions, tout ça pendant une dizaine de minutes. Et évidemment, comme à chaque fois, vous l'avez compris, une fois votre présentation et votre monologue terminé, vous avez un entretien d'une dizaine de minutes avec la personne qui vous a écouté. Pareil, qui va donc peut-être vous poser des questions en plus sur le texte, revenir sur certains points de votre présentation, etc. Voilà, tout simplement pour voir comment est-ce que vous êtes capable de mener un dialogue en anglais. Donc suite à toutes ces épreuves, vous allez donc avoir des notes complémentées du coefficient que je vous ai énoncé à chaque fois. Donc votre note de dossier, de l'épreuve écrite de sciences, l'entretien avec le jury, la science et société, et l'anglais, pas l'anglais du coup si vous n'avez pas été éliminé, mais toutes vos notes et avec les coefficients vont donc donner un classement. Et c'est donc forcément, si là je reprends l'exemple, en 2021 il y a 68 places disponibles. Donc dans ce classement on va aller voir les 61 premières personnes et on va leur dire good job, bien joué, vous avez réussi le concours. Une fois ce classement fait, et bien après forcément il faut choisir l'école dans laquelle vous voulez aller. Donc c'est très simple, hein. Une fois que le concours est terminé, on va vous demander un petit peu de réaliser un petit peu des vœux comme sur Parcoursup. Forcément, plus vous serez bas dans le classement, moins vous aurez de chance entre guillemets d'avoir l'école que vous voulez. Donc voilà, c'est pour ça que non seulement il faut se battre pour avoir une place parmi les 68, mais en plus de ça, il faut aussi être dans les meilleurs de ces 68 pour avoir l'école qu'on souhaite. Voilà, je pense que j'ai fini de vous expliquer un petit peu comment vraiment se déroulait le concours et les épreuves. On va maintenant passer à la dernière partie de cette vidéo où je vais vous donner mon avis, mon expérience et mes conseils. Tout d'abord, la première chose sur laquelle j'aimerais vous parler, c'est par rapport à la réforme qui propose de pouvoir postuler au concours dès la L2. À mon sens et à mon avis, je vous conseille fortement d'éviter d'essayer de passer le concours dès la L2 parce que c'est assez compliqué et aussi si on prend un petit peu de recul, assez désavantageux par exemple à quelqu'un qui sera en L3, donc qui aura un an de plus de préparation que vous, ou encore plus ceux qui sont en post L3. Certes, ça peut être une réforme alléchante parce qu'on se dit oh là là, je peux passer le concours dès ma L2, je vais pas être obligée de faire 3 ans de licence, je peux arriver en école veto beaucoup plus rapidement. Oui, mais sachez que pour le vivre, pour l'avoir vécu et le faire, être à la fac, en plus de ça forcément voilà, le gros à préparer c'est l'épreuve de chimie, donc forcément il faut s'entraîner à côté, parfois prendre des prépas ou non, ça on y reviendra juste après, et c'est vraiment une charge de travail énorme, colossal, c'est compliqué, c'est vraiment pas facile du tout. Donc vraiment pour moi vouloir passer le concours dès la L2, c'est un petit peu du suicide clairement, et peut-être pas forcément une bonne idée. Moi franchement ce que je vous conseille c'est de faire votre licence normalement comme c'était le cas avant la réforme, de faire vos 3 années de licence, éventuellement
de passer le concours à la fin de votre L3, sachant que le concours on a le droit de ne le passer que 2 fois. On n'a que 2 chances, on n'en a pas 1000, donc faut pas les gaspiller. Moi je vous conseille vraiment de passer votre concours à la fin de la L3. Vous tentez votre première chance. Si vous y arrivez, tant mieux, c'est super, bravo à vous. Et si vous n'y arrivez pas, eh bien au moins vous avez validé votre licence, validé votre L3. Et suite à ça, vous pouvez totalement vous prendre une année de césure et une année dans laquelle vous allez exclusivement vous préparer pour ce concours, étant donné que votre licence est validée, vous avez votre licence, vous pouvez vous inscrire au concours même si vous n'êtes plus scolarisé en université. Vous n'êtes pas obligé de partir dans un master ou quoi. À partir du moment où votre licence est validée, vous pouvez vous inscrire au concours quand vous voulez, 1, 2, 3, 4, 6 ans, 30 ans après votre licence. Une fois que vous l'avez en poche, c'est bon. Donc ce que vous pouvez faire, c'est vous prendre une année de césure où soit vous travaillez seul le programme de chimie. Vous pouvez, si vous voulez, vous prendre une prépa privée. Il y a des prépas qui proposent un enseignement toute l'année, ou alors pourquoi pas des profs particuliers, ce genre de choses. Franchement, moi en début d'année j'ai pris une prépa privée, donc qui me donnait des cours tous les samedis en parallèle de la fac, donc que j'ai payé, qui m'a coûté un bras et demi, 3500 € pour des cours le samedi, donc de préparation de chimie, de sciences et sociétés et d'anglais, et des stages intensifs d'une semaine pendant les vacances scolaires. Prépa que j'ai arrêté au mois de janvier à peu près, puisque c'était juste une catastrophe, une grosse arnaque. C'est une prépa que je vous conseille pas du tout. Je sais pas encore si je vous donnerai le nom ou pas de cette prépa, parce qu'ils ont plusieurs centres en France. Je vous écrirai peut-être le nom sur l'écran encore, je sais pas encore. C'est une prépa que j'ai arrêtée pour différentes raisons, mais j'ai pu donc comme tout le monde voir le programme. J'ai fait des exercices type concours, des concours blancs, etc. J'ai vu à quoi ça ressemblait et concrètement et franchement honnêtement, moi j'ai pris une prépa parce que la chimie c'est vraiment ce qui me faisait le plus peur, c'est le truc que j'aimais le moins, où je me sentais le plus nulle à la fin de ma L1 et où je pensais vraiment avoir besoin d'aide. Et maintenant, en ayant vu à quoi ça ressemblait, honnêtement, si à la fin de votre L3, si vous n'avez pas eu le concours en L3 et que vous prenez une année juste pour ça, honnêtement, en un an de préparation exclusivement focus sur un programme de chimie, c'est impossible que votre concours vous l'ayez pas. Genre franchement, c'est le programme, il est pas, j'aime pas du tout la chimie, c'est pas mon truc. Mais franchement, le concours, il est pas incroyablement compliqué. C'est juste que c'est dense et vu que c'est un concours, et ben voilà, le jour de l'épreuve va falloir être rapide, précis. C'est vraiment, ça doit être des automatismes, les choses vous devez les connaître par cœur. Donc pendant un an vous vous focalisez sur un programme de juste une seule matière, que vous entraînez, que vous faites des annales, des exercices, que vous prenez les cours et que vous vraiment je voulais travailler de A à Z pendant un an, que vous faites que ça. À mon sens, vous ne pouvez juste que y arriver. En ce qui concerne les prépas, il faut savoir que certaines universités, souvent en licence de bio, proposent parfois dans leur cursus, c'est un module supplémentaire facultatif, des cours de préparation au concours veto. Je pense que franchement ça peut être un point positif, et si vous voulez passer le concours, ça peut être un facteur qui peut vous permettre de choisir votre université si elle propose effectivement des cours de prépa au concours. Sur les 3 ans, ça peut clairement être un bonus. Après, d'après mon expérience, prendre une prépa privée comme j'ai pu le faire en parallèle de la fac, donc ça veut dire être à la fac la semaine et avoir une prépa par exemple le week-end ou en fin de semaine après les cours ou pendant les vacances, c'est vraiment très compliqué, c'est très dur, c'est une charge de travail très importante. Le programme de chimie, comme je vous l'ai dit, il n'est pas incroyablement dur, mais il est dense, il faut être très précis, donc ça demande beaucoup de travail. Donc gérer à la fois
le travail que vous avez à la fac et le travail en prépa, à mon avis c'est trop difficile et ça peut convenir à certains, mais moi j'ai trouvé ça trop compliqué puisque forcément involontairement vous allez forcément délaisser plus l'un ou l'autre, à savoir que si vous vous dites bon bah voilà moi je me mets à fond sur la prépa nanana et que à côté de ça vous délaissez votre licence, certes que vous la validez c'est bien, mais comme je vous l'ai dit au début, vos notes en licence comptent dans votre dossier, votre classement compte et c'est très important. Donc à mon avis vouloir passer par exemple le concours en L2 en se prenant une prépa à côté et peut-être un petit peu délaisser sa licence au profit d'une prépa, de la préparation au concours, c'est pas forcément une bonne idée à mon avis. Comme je vous l'ai dit, je pense que le mieux c'est de vraiment se concentrer sur ces 3 ans de licence, faire ces 3 ans de licence tranquillement, se concentrer pour avoir des bonnes notes en licence, avoir un bon classement, avoir ces périodes de vacances scolaires et en profiter pour faire des stages, pour embellir votre dossier, c'est vraiment très important. Vous avez 3 ans où pendant vos vacances scolaires, encore plus en études sup, à la fac, on sait que les vacances d'été sont longues, donc vous avez le temps de pouvoir faire des stages pour enrichir votre dossier, votre expérience professionnelle. En 3 ans, vous pouvez aussi très bien vous préparer à passer un diplôme d'anglais, à prendre des cours d'anglais supplémentaires si vous pensez en avoir besoin. Passer un diplôme, que ce soit le TOEIC ou Cambridge, pour pareil, vous avoir un meilleur niveau d'anglais le jour de l'épreuve orale, mais aussi montrer concrètement, avoir un diplôme, un papier à mettre dans votre dossier pour montrer voilà, vos capacités. En profiter aussi pour, voilà, dans ces 3 ans, si vous avez la possibilité de vous engager dans des associations, comme je vous l'ai dit au début, en fait, voilà, ces 3 ans, entre guillemets, de licence, utilisez-les pour préparer votre dossier, avoir des bonnes notes en licence, un bon classement, faire du bénévolat, faire des stages, travailler son anglais, passer des diplômes d'anglais, tout ça pour vous emmener à la fin de votre licence, puisque pour préparer votre dossier en fait, parce que votre dossier c'est la moitié de la note qui vous permettra d'accéder à la suite des épreuves, tout autant que l'épreuve de sciences, donc de chimie. C'est 2 choses extrêmement importantes et à pas négliger. Donc profitez de ces 3 ans de licence pour embellir et améliorer le plus possible votre dossier. Tentez si vous voulez déjà ou non à la fin de votre L3 le concours. Mais moi ce que je vous conseillerais c'est de prendre une année à la fin de votre licence une fois que vous l'avez validé. Maintenant que vous avez eu 3 ans, en soi même 4 pour préparer votre dossier, avoir des expériences de stage etc. et que vous prenez vraiment un an. Maintenant que votre dossier entre guillemets ça y est il est béton, vous prenez un an pour maintenant bosser full la chimie, le concours, vous pouvez juste que y arriver. Je pense que j'ai beaucoup parlé dans cette vidéo, mais voilà, honnêtement si vous êtes vraiment déterminé, que vous voulez faire veto à 100%, que vraiment pour vous c'est une vocation. Quand on fait veto, c'est comme quand on fait médecine, quand on fait pompier, quand on fait infirmière. C'est vraiment des métiers, ça doit être une vocation, ça doit vraiment être pour vous. Quand on vous demande qu'est-ce que tu veux faire plus tard, c'est veto et rien d'autre. Et si pour vous c'est vraiment ce que vous voulez faire au plus profond de vous, que c'est ça et rien d'autre, je pense honnêtement qu'on n'est pas à un an près et que ce serait bête de griller ses chances en essayant peut-être un peu trop précipitamment et en essayant de vouloir gagner une année, de passer le concours en L2 en étant peut-être pas assez bien préparé et en n'ayant peut-être pas assez un bon dossier. Voilà, si c'est vraiment ça que vous voulez faire, vous n'êtes pas à un an près, mettez vraiment toutes les chances de votre côté, que ce soit pour votre dossier, pour les oraux ou pour les épreuves écrites. On n'est pas à un an près, prenez votre temps, faites les choses correctement et vous ne pourrez que y arriver. On a seulement 2 chances pour passer le concours veto, donc ce serait vraiment dommage de les rater en se précipitant tout simplement. Donc voilà, je pense que cette vidéo va être assez longue. Pourtant voilà, je vous ai dit, je m'étais préparé des petites feuilles pour essayer de ne pas partir dans tous les sens, d'essayer de ne rien oublier, d'être le plus précise
possible. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura apporté voilà, les réponses à vos questions et des informations supplémentaires sur le sujet. N'hésitez pas à me donner votre retour dans les commentaires, ça me ferait vraiment extrêmement plaisir de votre part, et aussi si vous a plu de me laisser un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Si c'est la première fois que tu tombes sur une de mes vidéos, et bien déjà merci d'être resté jusqu'à la fin. Moi c'est Marine et sur cette chaîne je partage eh bien, toutes les choses qui me plaisent en plus de mon quotidien étudiant. Donc si ça t'intéresse et que tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire juste en bas, ça me ferait extrêmement plaisir. Si c'est pas le cas, tu peux aussi me suivre sur mon compte Instagram, je te le mets juste ici, @marinebny. C'est là où la majorité des personnes qui sont venues me poser des questions sur le concours, bah voilà, sont passées sur Insta. C'est là que voilà, j'échange le plus avec vous par message, donc voilà, n'hésite pas à aller me suivre aussi sur Insta. Voilà, c'est bon, j'arrête de parler, cette vidéo est déjà beaucoup trop longue. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!